Bonsoir. Alors, hier j'ai un peu raté mon entrée, je vais quand même continuer. Je vais essayer de la faire ce soir à partir de notre Aimé Césaire, Aimé notre bien-aimé. Alors, de mon île lointaine, de mon île veilleuse, je vous dis oh, et vos voix me répondent à ce qu'elles disent signifie il fait clair. Et c'est vrai qu'à travers orage et nuit, pour nous il fait clair. Je vois l'Afrique multiple et je dis ô mer, et je lève ma force inclinant ma face, et je dis ô ma terre. Voilà, c'était un petit signe pour Aimé Césaire. Je suis très honorée d'avoir été conviée au 15e forum de Bamako, et je n'ai pas de mots pour exprimer l'émotion et la joie que j'ai d'être parmi vous, ici au Mali. Je reviens d'une France lointaine, celle de l'outre-mer, la Martinique, une île de la mer des Caraïbes, et j'ose dire ici, après Aimé Césaire, notre bien-aimé, c'est aujourd'hui à mon tour d'écrire mon cahier de retour au pays natal. Au-delà de ma contribution à ce 15e forum, sur lequel j'apporterai mon expérience professionnelle d'animatrice culturelle des collectivités et mes réflexions sur l'emploi des femmes et des jeunes dans les métiers autour de la culture, après avoir réfléchi longuement sur l'efficience d'un travail commun, sur le développement et les opportunités d'échange entre l'Afrique et les pays de la Caraïbe, travail que nous avons commencé avec Mme Koumba Traoré à Casse-Pilote en Martinique, je veux vous dire aussi que ma présence ici est un message d'espoir pour tous ceux et toutes celles qui ont un rêve d'émancipation. Le mien m'a poursuivi pendant plus de 20 ans, il se réalise aujourd'hui. Aussi, avant de vous parler du sujet qui m'amène à cette table, j'aimerais, si vous le permettez, rendre un hommage à deux personnes en particulier, car elles sont à l'origine du dit sujet. Ce dernier, je dois le dire, m'a accompagné dans ce long périple qui est celui de ma vie. En 1974, j'avais alors une vingtaine d'années. Encore étudiante, j'étais employée en qualité d'assistante aux côtés de Feu Ibrahima Baba Kaké, guinéen, historien brillantissime. J'étais à ses côtés pour recueillir et mettre en ondes les émissions de RFI, Mémoire d'un continent, dédiées à l'Afrique et à Afrique Biblioclub, la maison d'édition parisienne à laquelle j'appartenais, pour la mise en forme de la rédaction des écrits du professeur. Le souvenir que j'ai de M. Kaké est celui d'un homme d'une grande générosité qui n'avait cesse que de poursuivre son but, la vulgarisation de la grande histoire de l'Afrique, face à tous ceux qui, à travers des propos ou des écrits, semblaient se poser la question de savoir si l'Afrique noire, avant la colonisation européenne, avait eu une civilisation urbaine. Nous avons travaillé sans relâche, et j'adorais cela. S'agissant du professeur Kaké, combien d'heures a-t-il passé à la Bibliothèque nationale de Paris, 6 alors rue de Richelieu? Nul ne peut le dire. Il y avait sa place, attitrée, et les documentalistes connaissaient bien ce petit homme fin et courtois, à la recherche des documents anciens. On ne pouvait ignorer qu'il possédait une volonté de faire et une discipline rare pour redonner vie à l'histoire. Quelle chance pour moi, me direz-vous. C'est exactement ce que j'ai ressenti depuis cette époque où je me suis sentie naître. Moi, jeune négropolitaine, qui savait presque tout de l'histoire de France, de ses rois, de ses principautés, de ses duchés, de ses fers, de ses guerres de religion, j'ignorais tout ou presque tout de mes origines, encore moins celle de mon île. C'est pourtant l'une des raisons pour lesquelles je crois que je me suis engagée dans mes fonctions. La générosité du professeur Kaké commençait par l'éducation. Pour ma part, si aujourd'hui je suis auteur, metteur en scène, je dois à Ibrahima Baba Kaké. Grâce à lui, j'ai pu découvrir des grandes figures et des grandes villes de l'Afrique. J'ai gardé beaucoup d'affection et d'admiration pour Makeda, la reine de Saba, pour l'Allemagne Bokarbiro, pour Anzinga d'Angola ou pour Yonanga d'Amazon. Tous partagent mes rêves et ma vision de la vie sur ce que nous sommes, nous les Noirs d'Afrique et des Antilles. En vous disant cela, je pense à un dicton africain qui dit « Tant que les lions n'auront pas d'écrivains, des chasseurs pourront vanter la gloire de leur profit. » Parmi les grandes figures de l'histoire de l'Afrique du Moyen-Âge, que j'ai découvert en travaillant avec Kaké, le récit de Salou Kassalis, les personnalités de ceux qui croient sur l'existence, furent pour moi un véritable choc. Sa rencontre fortuite
Ensuite, avec le chevalier français, Anselme Guissaquier, fils d'un capitou, lui-même ami de l'écrivain voyageur maghrébin du début du XIVe siècle, Ibn Battuta, connu comme le grand voyageur de l'islam, il a parcouru la totalité des pays islamiques du Mali à Sumatra et du Kenya aux steppes russes. Ces 30 années de pérégrination à travers le monde islamique, morcelés, déchirés, ont convergé vers un but unique, prouver que la communauté existe et qu'à travers sa pratique religieuse et sociale, à travers sa solidarité, elle reste indivisible. Ali Aber, le père de Sam Kassaïs, fut probablement le plus grand des héros des légendes de l'Empire sauvage. Il fut brillant stratège. Il mena 32 guerres et 26 ans, et les remporta toutes. Toute cette grande histoire de l'Afrique, je l'ai appris aux côtés du professeur Kaké. Que reste-t-il aujourd'hui de l'œuvre d'Ibrahim Babakaki? L'émission Mémoire d'un continent poursuit brillamment sa route avec le professeur Enyaka Okolo, qui a su lui donner un second souffle. Mais toutes les petites connexions si précieuses pour les étudiants et les jeunes qui ont besoin de connaître leur histoire sont épuisées et disparaissent peu à peu des bibliothèques. Et c'est bien dommage. Il fallait son énergie pour les mettre en œuvre, pour trouver des auteurs, pour les écrire, les crédits pour les éditer et les diffuser. La relève n'est pas venue. Mais il n'est pas trop tard pour redonner vie à un travail qui intéresse en premier lieu les Africains. Le récit du passé n'est-il pas intéressant, aussi intéressant que l'analyse présente? Les deux n'ont-ils pas un lien? Aujourd'hui, l'histoire ancienne a laissé la place aux essais politiques et on ne trouve plus chez les éditeurs ces biographies, ces monographies ou ces études concernant l'Afrique ancienne qui fleurirent au lendemain de notre indépendance sous la plume des historiens africains. Il faudra y remédier, il faudra absolument y remédier. En rendant hommage au professeur Ibrahim Babakaki, qui sut si bien donner le goût de l'histoire à toute une génération d'étudiants, il est bon de rappeler qu'il a laissé un héritage important et qu'il est temps, il est vraiment temps de s'en soucier. Le deuxième hommage que je souhaite rendre ici est celui d'un auteur, d'une scientifique ethnologue en son état. Je vais vous parler de Madame Ina Césaire. Ce fut un privilège pour moi de l'avoir rencontrée, presque le même que celui qui mit sur ma route le professeur Ibrahim Babakaki. Ina était alors conservatrice du musée de la Martinique, tandis que je m'installais définitivement chez moi. Après avoir passé plusieurs années à la Guadeloupe, puis en Guyane, où j'étais en poste en service artistique pour la télévision d'État à Radio France Outre-mer. Fille du poète et homme politique Aimé Césaire, Ina se construisit ainsi au ancrage historique et ethnographique. Après un cursus universitaire brillant, elle affirme sa voix au sein du CNRS et crée une équipe de recherche sur les sociétés de culture de l'ère culturelle. Ethnologue, spécialiste de la culture peul et de la tradition orale africaine et créole, elle a enseigné dans plusieurs universités parisiennes. Elle est l'auteur de recueils de monde entier enregistrés, transcrits en créole et traduits en français. Dramaturge, elle a écrit de nombreuses pièces et a réalisé quelques films ethnographiques sur les traditions antillaises, où je me suis impliquée en qualité de réalisatrice. Ces chansons qu'elle a écrites, qui sont interprétées par le groupe historique Madavoie, seront reprises pour le monde entier. Souvenez-vous de cette belle chanson à texte Exil. Ina est aussi mon amie, et depuis une dizaine d'années, notre collaboration a fait naître un genre de littérature antillaise, une écriture à quatre mains. Au théâtre, nous avons fait des adaptations des contes créoles, nous avons travaillé sur des œuvres classiques pour une société créole. Lorsque je me décidais enfin de faire part de mon travail autour du personnage central, Sam Kassaïs, la perle de l'Empire central, c'est tout naturellement qu'Ina m'apporta son soutien et sa science. Une aventure extraordinaire, une épopée d'hier que nous avions à cœur de venir vous présenter, nous les signels de notre bord. Le récit entre mythe et histoire réelle que nous présentons ne souhaite pas se cantonner à la narration de la touchante aventure d'un amour qui va lier deux êtres que tout sépare, la culture, la race et la religion. C'est l'histoire de Sam Kassaïs. Au-delà de la buette, nous souhaitons évoquer une partie de l'histoire fort méconnue, celle des rapports entre l'Afrique précoloniale et l'Occident. La mémoire collective semble avoir enregistré que deux périodes, celle des croisades et celle de l'esclavage des nègres destinés à établir la fortune des îles sous le vent et du Nouveau Monde. Entre ces deux phénomènes historiques, heurtent pendant lieu des échanges qui, pour être sporadiques, n'en fait pas
pas moins riche et de conséquences en raison de la personnalité du premier voyageur. Il s'agissait surtout de lettrés et de marchands, tout d'abord pacifiques, qui cherchaient à découvrir selon les cas d'autres hommes, d'autres cultures, de nouveaux produits et de nouveaux marchés. C'est le choc des cultures qui servira de toile de fond aux amants contrariés de la belle princesse de Gao, Femme Cassalis, et du chevalier en scène, fils d'un riche capitaine. En suivant leur périple personnel, qui n'est autre que la quête du bonheur, nous ferons rencontrer à nos lecteurs les espaces disparates, tant de points de vue géographiques que sociaux, qui traverseront ensemble et qui découvriront l'un après l'autre, l'un dans l'autre. La somptueuse ville de Gao, au cœur du royaume de l'Empire Songhai, alors en pleine apogée, la vie dans le désert, auprès des Touaregs, à l'oasis de Tafila, le voyage jusqu'à la Méditerranée, la traversée l'Espagne et Syrie, l'arrivée au Pays d'Oc, puis le séjour à Pinsaguet dans le jeu familial de Bissalier, à quelques pas de la prospère ville de Toulouse, célèbre pour les variés échanges commerciaux, pour son goût prononcé des arts et des velvets, et surtout pour son organisation politique unique en son genre. Toulouse est alors dirigée par de riches marchands à Beauvais, et les tout-puissants chevaliers du chapitre sont ceux qu'on nomme ici avec respect les capitaux. La dernière escale du voyage du jeune couple nous entraînera à Paris, au sein de l'inquiétant palais du Louvre, où ils ont été conviés par le roi qui a pris la décision politique de rassembler ses nobles vassaux autour de sa personne. Au-delà des chocs de culture fortement impliqués par l'époque historique, évoquer le bouillonnement des sentiments humains ne serait être ignoré. L'amour, l'admiration, l'abnégation, la violence, la haine, la jalousie, l'incompréhension, le mépris, le désir, la perfidie, la vengeance, et pour conclure, comme la triste complainte inscrite à l'origine de cette saga, le désespoir et la mort. Alors, si vous me permettez, je ne sens pas du tout, je ne sais pas chanter, mais je vais quand même vous chanter justement cette complainte française. Le roi fait battre au tambour, le roi fait battre au tambour, le roi fait battre au tambour pour voir toutes ces dames. Et la première qu'il a vue, lui a ravi son âme. Marquez-moi la couverture, marquez-moi la couverture, qui est cette jolie dame. Si tu voulais me la donner, je me chargerai d'elle. Sire, si vous n'étiez pas le roi, sire, si vous n'étiez pas le roi, je me ferais vengeance. Mais puisque vous êtes le roi, à votre obéissance. La reine a fait faire un bouquet, la reine a fait faire